La Tunisie, un pays entre deux mondes. L'eau d'un côté, le sable de l'autre. Du nord au sud, de la mer au désert. Deux univers qui tracent les contours d'un pays qui compte un peu plus de 10 millions d'habitants. Près des 2/3 se concentrent sur le littoral, mais c'est au cœur du désert que la colère a grondé. C'est d'ici, de Sidi Bouzid, au sud de la capitale, que le pays a basculé. Pas étonnant, sous le règne de Ben Ali, ces régions de l'intérieur étaient toutes délaissées. Dans certains endroits, près d'un habitant sur deux n'a pas de travail, alors qu'à Tunis ou dans les grandes villes du Nord, le taux de chômage est 5 fois moins important. Année après année, le président Ben Ali a tourné le dos au secteur traditionnel des régions du Sud, l'agriculture et l'élevage. Pendant ses 23 ans de règne, en fait, il a favorisé le tourisme. Un développement rapide, anarchique parfois, où la nature n'a pas toujours été respectée. Mais avec les prévisions des experts, le littoral tunisien où se concentre l'activité touristique va souffrir des aléas climatiques. Plus de 300 km de côtes sont déjà affectés. Érosion, montée des eaux. Des dizaines de sites sont classés en zone vulnérable. Des scientifiques qui s'inquiètent aussi de l'avancée du désert et de ses conséquences. Les Tunisiens ont remporté une première victoire en faisant chuter la dictature, mais un autre combat se profile à l'horizon. Une guerre contre le climat, qui risque aussi de bouleverser leur vie. Notre voyage débute aux portes du Sahara. Chaque jour, le sable et le vent redessinent le désert. Instant magique pour les uns, enfer pour les autres. Avec les changements climatiques, près des 2/3 du pays sont aujourd'hui menacés par la désertification. Nous sommes dans les territoires du Grand Sud tunisien, zones arides où le sable s'infiltre partout. Une avancée inexorable. « 4-4, treillis militaires, Ziad Askri et Abdelkader Chetoui sont équipés pour lutter contre un ennemi qui paraît difficile à contrer. De Médénine à Tozeur, le paysage se métamorphose. Dans certains villages comme ici, les maisons disparaissent sous des tonnes de sable. Plus loin, les arbres plient sous les assauts du vent. Les deux hommes travaillent pour le service tunisien des forêts. C'est quand même très impressionnant. Oui, très impressionnant et ça indique que le vent est très violent. Vous voyez, tous les arbres sont penchés. Combien de jours de vent ici? C'est 240 jours par an. 8 mois sur 12. 8 mois sur 12, oui. Ah, on comprend mieux pourquoi les maisons des habitants sont si vulnérables. Oui, sont ensevelies de ça parce que les vents sont trop chargés de sable et il y a beaucoup de journées de vent durant toute l'année. Des vents de toutes sortes, comme le sirocco, ce vent chaud qui vient de l'ouest et qui imprime sa marque sur ces localités. Nous sommes à Chekmou, à 1 heure de route de la palmeraie de Tozeur. Ça, c'est les ruines des maisons. Oui, ce sont les ruines des maisons qui ont été démolies. Aïe, aïe! Viens là, viens là. Ça va? Alors, elle était où ta maison? Juste là. Sa maisonnette a été là. Tiens, regarde, j'ai des photos. C'est laquelle? Regarde. C'est complètement ensablé.
Et maintenant, tu habites où? Un peu plus loin, Il là-bas. a changé de coin, il a construit une autre maisonnette un peu plus loin, mais c'est un peu loin des autres maisonnettes. Et ici, tu te rappelles s'il y avait de la forêt? Oui, un peu partout autour de nous. Les arbres bloquaient le sable. Je veux remercier le service des forêts, Inch'Allah. Merci à eux. Et merci à vous. Et on est très content aussi. De la révolution tunisienne. Ouais. On vous sent très content. Hein. Maintenant, vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein. Voilà, C'est incroyable ce que ça a changé, cette révolution. Hein. Oui, ça a changé tout, oui. Maintenant, vous pouvez dénoncer sans risque. Oui, voilà. Parce qu'avant, si vous disiez quelque chose... Il faut se méfier. Et vous risquiez quoi? D'être licencié sur le champ? Des rires qui cachent mal la méfiance qui reste de mise ici. Malgré le départ du dictateur Ben Ali, les fonctionnaires restent sur leur garde. Face au coup de boutoir du vent, une partie de ce village de près de 2000 habitants a été déplacée. C'est juste la fenêtre ici, tu vois. Ça devait être impossible ici de faire la cuisine ou de... Ah oui. Oui, il a dit quand on prépare le couscous et on se rassemble pour manger, on prend la cuillère du plat jusqu'à la bouche, ça sera presque la moitié de sable. Ah oui. Non, c'est... C'était incroyable. Hein. C'est incroyable, oui. Et c'est tout le sud de la Tunisie qui est menacé comme ça? Dans le sud tunisien, il y a des maisons comme ça, qu'on les voit ailleurs, sont menacées par le sable. Mais la Direction générale des forêts a fait beaucoup de travaux très énormes pour limiter ces dégâts, au moins s'arrêter à ce stade, ne pas avoir plus d'ensablement. Comment, dans un territoire aussi hostile, limiter l'avancée du désert? Pour les hommes de Zieb, une seule solution, installer des palissades comme celle-ci. On appelle ces brise-vents des tabias. Ce sont des feuilles de palmier séchées. Elles font partie du paysage. La plupart des villages sont ainsi protégés. Des moyens locaux qui présentent l'avantage d'être bon marché et biodégradables. C'est un travail à la chaîne, c'est comme une riche d'abeilles. Chacun a son boulot. Ces deux ouvriers font le creusage des fossés où on va mettre les palmes. Et l'autre là casse les palmes pour enlever les chicots où il y a les épines. Celui-là, spécifiquement, il met les palmes. Le deuxième, celui-là, il tend les palmes vers lui. Les autres essayent de faire leur emblai. Il y a celui qui est derrière, il ligature les palmes avec des fils d'attache. Chaque ouvrier a une tâche de 6 mètres par jour. Si par exemple on a 10 ouvriers, certainement on aura 60 mètres par jour. 25 feuilles par mètre de tabia, pas une de plus ou de moins. Tous les 2 ans, il faut entretenir ces barrières. Jusqu'à la chute de l'Ancien Régime, 400 personnes environ fabriquaient ces brise-vents. Des ouvriers payés à la journée, 4 dinars, l'équivalent de 2 €. Une misère pour un travail pénible. Aujourd'hui, avec la Révolution, les effectifs dans la région ont doublé. Le salaire avec. Avec l'augmentation des températures de près d'1 degré, ces 50 dernières années, les sites à protéger d'urgence sont nombreux. Comme ces routes, seules artères pour désenclaver les villages les plus vulnérables. Jusqu'en 1999, ce long rouleau de bitume n'avait jamais pu être utilisé qu'en véhicule tout-terrain. Il a fallu installer près d'une dizaine de barrières, l'une derrière l'autre, pour éviter l'ensablement. Le service des forêts a aussi lancé un plan de reboisement. Des arbustes qui constituent un autre moyen de lutter contre la progression du désert. Le déboisement, lui, contribue au dérèglement du climat. Ici, avant, c'était quoi? Oui, c'était une grande dune de Une sable. grande dune ici? Oui, c'était une grande dune de sable et grâce aux travaux,
pouvez voir maintenant une très belle forêt. C'est incroyable ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut arrêter l'ensablement. Oui, il fallait beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. En fait, là maintenant, cette forêt, elle protège la palmeraie qui est derrière. Oui. Parce que le risque, c'est qu'un jour, la palmeraie disparaisse. Oui, en fait, c'est un risque qui menace la totalité des palmeraies qui existent dans la région. Notre stratégie, ce n'est pas de planter une grande superficie, mais plutôt de planter une petite superficie et qu'on peut l'arroser, qu'on peut l'entretenir et le faire réussir, quoi. Et si vous deviez protéger l'intégralité de cette région désertique? Il fallait beaucoup de budget pour planter plus, pour arroser plus, pour entretenir plus et pour réussir les projets. Jusque-là, il n'y avait dans ce secteur que des projets présidentiels, des projets d'envergure. Mais le service des forêts ne voyait que très rarement la couleur de l'argent. Nous sommes sur l'un des nombreux chantiers abandonnés. Faute de fuel et de maintenance, cette pompe à eau ne fonctionne plus. Effet immédiat, les arbustes agonisent. Pour éviter ce type de gabegie, l'approche est désormais plus pragmatique. Les chantiers sont désormais à échelle humaine. Après 40 ans de service, Abdelkader prend sa retraite. Une vie entière consacrée à lutter contre l'ensablement. Zieb prend le relais. Avant de les quitter, ils tiennent à nous emmener dans cette palmeraie que leurs équipes entretiennent régulièrement. Au bout de cette route, la commune de Chebika. Une palmeraie au cœur de la montagne. Ce village qui 3000 habitants a été abrité après de fortes pluies. Il a été reconstruit dans une zone moins risquée. De terribles inondations qui ont juste épargné cette source miraculeuse. C'est la seule source de montagne qui existe encore. Toutes les autres ont disparu. Les habitants l'appellent la mini-chute du Niagara. Une manière de dédramatiser une situation qui en bien des endroits devient critique. Ces palmeraies sont l'un des atouts touristiques de la région. Mais partout ailleurs, elles se réduisent. L'eau, source de vie ou de survie. Au cœur de ce désert, il y avait une mer intérieure. Il ne reste aujourd'hui que ces minces filets d'eau. C'est le Chott El Djerid, le lac salé. Un soleil de plomb, des sécheresses à répétition, l'écosystème de cette région souffre. Les oryx avaient totalement disparu. Ils ont été réintroduits en 2007. Comme ces autruches à cou rouge. Ce parc naturel n'est toujours pas ouvert au public. Mais l'idée de ses promoteurs est de relancer la vie telle qu'elle était il y a moins de 10 ans, avant les grandes sécheresses. Cette carte satellite montre l'omniprésence du sable et du sel, des éléments qui menacent la plupart des palmeraies. Comme celle de Tozeur, la plus connue du sud tunisien. L'été, à l'extérieur des palmeraies, les températures dépassent parfois les 50 degrés à l'ombre. Mais dans ces lieux ombragés, il existe de petits jardins d'Éden. Là, on est dans la palmeraie de Tozeur, la plus grande et la plus vieille de l'Afrique du Nord. 1000 hectares de palmeraie et qui date depuis une époque qui remonte à peu près 3000 ans. Et si ça dure depuis aussi longtemps, il y a une raison à cela? Ah oui, c'est l'eau. C'est grâce à l'eau qu'on continue à avoir ce petit paradis, qui devient de plus en plus rare déjà. À cause de la sécheresse? Ouais, à cause de la sécheresse, à cause de l'exploitation abusive de certains avec les forages. Quoi. Donc on n'a plus l'eau naturelle qu'on avait avant, la qualité d'eau et tout. Dans cet univers où l'eau a toujours été le bien le plus précieux, les anciens avaient déjà mis au point des techniques d'irrigation très efficaces. Des méthodes économiques qui sont encore utilisées.
Ça, c'est le sablier. On appelle ça le gadous. On le remplissait jusque-là et qui fait une période de temps équivalent plus ou moins à 5 minutes. Donc la séance d'irrigation, elle était comptée par ces unités-là. Il fallait économiser coûte que coûte. Coûte que coûte l'eau, donc la compter vraiment au compte-goutte. Utilisation plus rationnelle de l'eau et des terres également. Chaque mètre carré est exploité. Vos ancêtres avaient quand même le souci de l'économie et du développement durable, oui, effectivement. Non. Eux, ils avaient mis au point des techniques pour préserver l'eau et pour la garder, pour savoir très bien la gérer. Tu vois déjà, tout au long des canaux d'irrigation, ils avaient mis des plantations de bananiers ou de couvertures végétales, et qui fait que l'eau évaporée, elle va se condenser dans le feuillage du bananier, et puis elle va regagner le terrain. Rien ne se perd, même la vapeur d'eau, elle est exploitée. Et là, vous produisez sur 3 niveaux, c'est ça? Sur 3 niveaux, oui. On produit tout ce qu'il nous faut pour manger. On commence par le plus important pour nous, c'est le premier niveau, le palmier dattier. Là-dessous, on a l'arbre fruitier, on a le figuier, on a le citronnier là. Et puis, le plan en terre, c'est tout ce qui est culture fourragère et maraîchère, telles que des plantes de tomates, une plantation de... Et des herbes. Depuis 3000 ans, notre oasis, et d'ailleurs par définition, toutes les oasis sont dans un monde saharien. Donc, on a un paradis dans le désert. Et nos ancêtres ont pu garder le terrain, mais maintenant, on a commencé à le perdre. Enfin, par faute d'eau, quoi. L'eau, le nerf de la guerre. Cette guerre perpétuelle contre le réchauffement du climat et ses corollaires, la sécheresse et la progression du désert. Ces dernières années, Nabil voit son monde changer à vue d'œil. Il nous emmène ici, à l'endroit même où enfant il allait pêcher avec son grand-père. C'est à seulement quelques kilomètres de la Palmeraie. Un autre monde. Là, il n'y a plus rien, c'est plus le lagon. Lorsque j'étais gamin, moi je venais ici, c'était vraiment un lagon, là. On le surnommait la petite mer. Ça s'étendait depuis l'extrémité là-bas, mais alors là, des kilomètres vers l'autre Palmeraie. C'est désolant pour l'homme et pour l'animal. Même le dromadaire ne peut plus boire dans cette eau-là. Tellement c'est évaporé qu'elle devient trop salée, quoi. Et la richesse de ce site-là, en termes d'oiseaux migrateurs, de gibier, c'était quelque chose de très intéressant, très important. Maintenant, il n'y a plus rien. Il y a 1 ou 2 espèces qui viennent, parce qu'ils n'en trouvent plus ce qu'il leur faut pour survivre. Là, on parle vraiment à échelle de temps, à quelques années. C'était les années 80, début des années 90, quoi. Jusqu'à il y a 5-6 ans, c'était... Là, on était sur l'eau, on marchait sur l'eau. On marchait sur l'eau. On marchait sur l'eau. Adolescent, Nabil croisait encore des dizaines de troupeaux de chèvres, de moutons ou de dromadaires. Aujourd'hui, les éleveurs sont plus rares. Ils se sont sédentarisés, occupant les seuls points d'eau qui existent encore. À ton avis, à l'avenir, ça va encore se dégrader? Qui connaît l'avenir? Avant, il y avait des autruches qui pondaient des œufs, des oiseaux, des gazelles qui profitaient des points d'eau. Là, il n'y a plus rien. Nous sommes à moins de 30 km de la frontière algérienne. Avant, les éleveurs passaient sans arrêt d'un pays à l'autre. Puis un jour, ils se sont installés. Ici, ils profitaient même de l'eau pour cultiver de petites parcelles de terre, du maïs ou de l'orge. Tout a changé. Ça fait 30 ans que l'on est là. Et le pire ici, c'est qu'il ne pleut plus. Rien n'est plus comme avant. La chaleur est tellement accablante. Si Dieu n'était pas avec nous, on aurait brûlé. Alors oui, je le dis, tout a changé, sauf notre vie. Nous sommes nés sous une tente et nous sommes toujours sous la tente. Cette famille vit au-dessous du seuil de pauvreté, à peine 2 € par jour.
Cette nuit-là, petit miracle, 2 agneaux sont nés. Il y a de moins en moins de pluie. Les saisons, maintenant, ne sont plus stables. On avait avant saison des pluies, saison du froid, saison de la chaleur. Maintenant, c'est imprévisible. On peut avoir 16 degrés en plein juin, on peut avoir une journée à 30 degrés au mois de novembre-octobre. Donc, il n'y a plus de stabilité climatique chez nous. D'ailleurs, toute la région, quoi. Un constat qui est validé par les études des experts. Ici, comme dans le reste du Sahara, les conditions climatiques se dégradent. Depuis 2007, la région n'a connu que d'intenses sécheresses. Moins de 100 mm de pluie chaque année. Des conditions qui ont des effets tant sur l'agriculture que sur l'élevage. À 12, si le marché du bétail connaît toujours la même effervescence qu'il y a 10 ou 15 ans, les cheptels de chèvres ou de moutons ne sont plus aussi nombreux. Moins 20% depuis 2005. Pour limiter les impacts sur ces secteurs, la Tunisie s'est dotée d'un centre de recherche qui explore toutes les pistes, qui permettraient à ses éleveurs et aux agriculteurs de s'adapter aux nouvelles conditions climatiques. Nous sommes à l'Institut des régions arides. Il compte une centaine de chercheurs. Imed Salki est l'un d'eux. Dans cette bergerie, les travaux portent sur les animaux qui résistent le mieux aux conditions extrêmes. Ces chèvres locales semblent assez bien adaptées. Elles se contentent de peu de nourriture, de peu d'eau. Et même la qualité de l'eau, c'est assez important. Parce qu'elles résistent aussi à la salinité de l'eau, par exemple. Du point de vue production laitière ou de viande, c'est un peu limité par rapport aux chèvres ou à l'élevage intensif. Mais le champion de toute catégorie, c'est le dromadaire. Aujourd'hui, dans son unité, Imed Salki travaille en priorité sur sa reproduction. Et pour cause. On dit toujours que les dromadaires et les chameaux résistent mieux dans le désert. C'est exact, c'est vraiment exact. On peut dire que c'est la solution, oui, ça sera la solution aux problèmes de sécheresse et au changement climatique. Parce que c'est une espèce très adaptée. Elle se contente de peu, mais vraiment de très peu. C'est une espèce qui peut manger les feuilles des arbres. Donc les arbres sont plus viables dans les conditions de sécheresse. Et essentiellement, c'est une espèce qui peut manger, qui peut consommer les plantes halophytes, c'est-à-dire qui poussent dans les régions salées. Il y a combien de dromadaires aujourd'hui en Tunisie? Il y a environ une estimation qui dit qu'il y a environ 100 000 têtes. Dans les années à venir, il y aura peut-être multiplication du cheptel? Certainement, je crois. Certainement, parce que ça connaît un essor assez important, un essor économique assez important pour la production laitière, pour la production de la viande. Ça connaît un intérêt maintenant. Mohamed Labia travaille lui aussi dans cet institut. Son domaine de recherche est plus surprenant. Il étudie l'impact du vent sur le sable et sur les zones de productions agricoles. 2 fois par semaine, il parcourt le désert en voiture ou à pied. Dans ce champ d'oliviers, il a installé une zone expérimentale. Pas besoin d'outils performants pour observer le mal dont souffrent ces arbres. Au printemps, le vent est tellement fort qu'il apporte des quantités impressionnantes de sable. En quelques semaines, les dunes encerclent les champs. Dans les années de forte sécheresse, ces oliviers ne sont guère productifs. C'est approprié pour les oliviers ici? En fait, non, c'est pas très approprié parce que c'est pas très bon. Le sol n'est pas bon? Il n'est pas bon parce qu'il faut avoir un sol très homogène en profondeur en particulier. C'est-à-dire que le sable vient d'où, là, cette dune, elle vient d'où? En fait, elle vient normalement des parcelles avoisinantes, donc elle vient, on va dire, de quelques kilomètres. C'est-à-dire que très vite, les oliviers peuvent être ensablés ou... On peut avoir le deux phénomènes, soit ensablés, soit complètement déchaussés. Donc on va avoir complètement les racines. Par exemple, vous avez ici un petit cas, on peut voir quelques racines qui... Ça, c'est mauvais pour l'olivier, ça? Oui, bien sûr. Donc si les racines vont apparaître, donc c'est pas... L'olivier ne peut pas trop tenir, quoi. En fait, c'est des particules très fines, donc inférieures à 0,1 mm, on va dire,
aux alentours de 0,08 mm. Donc c'est très très vulnérable à l'érosion éolienne. Donc cette dune-là, elle est maintenant là. Une semaine après, elle peut se déplacer à côté, à gauche, à droite, ça dépend de la direction de vent. Donc ça se déplace très très vite. Des particules qui emportent avec elles ces nutriments qui manqueront aux oliviers. Ramassés dans tout le sud du pays, les échantillons de sable seront analysés à l'Institut des régions arides. Ici, plus de 400 chercheurs et techniciens étudient la désertification sous toutes ses coutures. Dans son laboratoire, Mohamed Labiad dispose d'une soufflerie pour mieux comprendre l'impact du vent sur le sable. Celui que le technicien étale avec tant de précaution vient de Médonine. Ces grains font 0,08 mm de diamètre. En temps normal, ce type de machine est utilisé pour tester l'aérodynamique des avions ou des voitures. Images impressionnantes quand on sait que le sable s'envole avec un vent qui souffle ici à seulement 45 km/h. Les différents tests menés en laboratoire ou sur le terrain montrent que le désert tunisien est présent loin, très loin d'ici. Ces particules se retrouvent en France et ailleurs en Europe. Chaque année, quelle est la quantité de sable qui s'envole? En fait, nos études ont révélé une quantité aux alentours de 1,5 million de tonnes par an. Et le vent apporte ce sable où? Vers l'Europe. Ces particules peuvent se déplacer sur des longues distances, peuvent atteindre même 300 km, même plus. Parce que c'est des particules très très fines. Donc ils se trouvent dans l'atmosphère, donc ils peuvent se déplacer. C'est très volatile. Voilà, tout à fait. Ces particules ont été retrouvées à plus d'1 millier de kilomètres d'ici. Le fléau est tel que de nombreux experts français et européens collaborent avec l'unité de Mohamed Labiad. Mais pour le moment, personne n'a encore trouvé la solution miracle pour fixer le sable dans le Sahara. Des particules qui ont des effets différents d'un lieu à l'autre. Sur la côte tunisienne, le sable ne s'envole pas. La houle et les vagues l'emportent. Nous sommes à moins de 50 km à vol d'oiseau de Médonine. Djerba, l'un des hauts lieux de l'Odyssée d'Ulysse. Homère, comme d'autres poètes, ont encensé cette île. Djerba la douce, l'enchanteresse. Mais que reste-t-il désormais de ces paysages qui avaient fasciné Ulysse? La mer a grignoté la plupart des plages. Sur près de 10 km, nous survolons l'une des zones touristiques. Pour bien des habitants, Djerba a été vendu aux promoteurs d'un tourisme de masse. Des promoteurs qui ont construit leurs hôtels les pieds dans l'eau. Nasser Bouabid préside une association locale qui se bat contre ces méga-complexes qui, à ses yeux, ne font que défigurer l'île de Djerba. Ceux ou celles qui sont désireuses de connaître l'état des lieux qui caractérisaient la côte nord-est de l'île, ils n'ont qu'à venir ici, dans cette partie ou dans cette zone qu'on appelle communément la zone Ras El Mal, pour vraiment connaître de visu comment était Djerba il y a 40 ans ou même plus. C'est-à-dire que Djerba ressemblait à ce petit paradis. Tout à fait, tout à fait. Et sans exagérer, je vous assure que toute la côte nord-est, actuellement couverte par ces unités hôtelières, ces méga-unités, elle avait la même allure et le même aspect que celui que vous voyez actuellement. Regardez ces dunes bordières à la beauté indiscutable. Toutes ces dunes qui couvraient la côte nord-est de l'île ont été arasées ignoramment pour permettre la construction de ces hôtels. Donc nous ne sommes pas contre l'exploitation des potentialités touristiques de l'île, mais nous sommes contre cette exploitation irrationnelle qui a malheureusement défiguré, qui a beaucoup plus nui à l'île que servi. Je dois rappeler à ceux qui l'ignorent que l'île de Djerba avec les îles de Kerkena sont les deux îles les plus menacées en Tunisie du fait du réchauffement climatique. Avec l'élévation du niveau de l'eau et donc une érosion marine très accentuée, une salinisation de la nappe phréatique, il y a une submersion de la nappe littorale.
Et évidemment, il y a chute de la production agricole, il y a donc abandon de la campagne et toutes les conséquences qui s'en suivent. Pour lui, l'île de Djerba, en s'abandonnant aux sirènes du tourisme bas de gamme, a vendu son âme au diable. Aujourd'hui, la nature, dit-il, reprend ses droits. L'île est l'une des plus basses du bassin méditerranéen, l'une des plus sensibles à la montée des eaux. C'est dans la zone d'Aguirre, où sont installés la plupart des complexes hôteliers, que les menaces climatiques sont les plus fortes. 2 scénarios sont déjà envisagés. Une montée des eaux de 25 cm avant 2030 et de 50 cm en 2050. Anis Lawel se définit comme l'homme le plus chanceux de Tunisie. Et pour cause. Entrepreneur, son métier est de réduire l'impact de l'érosion et de la montée des eaux. Infrastructure routière ou touristique. Ici, sur l'île de Djerba, il suffit de suivre ses pas pour comprendre que les chantiers sont multiples et variés. Ça, c'est l'appauvrissement en sable qui cause donc l'apparition de ces rochers. Et par la suite, non seulement on n'a plus de plage à cause de l'érosion, mais aussi on ne peut pas se baigner dans ces zones-là, parce que ça devient dangereux pour les baigneurs. Plus loin, c'est une route littorale qui a disparu sous la pression des vagues et des déferlantes. Voici, là, c'est le prolongement de la route qui était construite donc, il y a une trentaine d'années. Et on remarque bien que pratiquement il n'y a plus de plage et que l'érosion marine a provoqué aussi l'apparition de rochers. Donc les plages, on ne peut plus se baigner, hein. On ne peut plus pratiquement se baigner. Et son inventaire n'est pas terminé. Rien qu'à Djerba, c'est près de 10 km de côtes qui sont gravement affectés par l'érosion et l'irresponsabilité de certains professionnels du tourisme. Là, les gens construisent en dépit du bon sens aussi. Hein. Là, les gens construisent carrément en pied dans l'eau et voilà le résultat. Donc, il n'y a pas un respect d'une distance minimale qui est normalement de 50 mètres par rapport au trait de côte. En Tunisie, à votre avis, il y a combien de kilomètres de littoral à protéger? En urgence, on peut parler de 300 à 400 km à protéger en urgence. C'est énorme, c'est colossal comme chantier. Oui, c'est énorme, oui. Mais de toute façon, il faut toujours penser à faire des solutions de longue durée, à penser au long terme. Surtout avec les changements climatiques, la montée des eaux. Surtout avec les changements climatiques, parce que ça ne sert à rien d'investir pour des solutions de court terme. Il est vrai que jusque-là, personne ne se préoccupait des conséquences de la montée des eaux. Mais ces dernières années, la situation est devenue critique. Pour conserver leurs touristes et leur chiffre d'affaires, les hôteliers font donc appel au service d'Anis Lawel. Cette plage n'existait pas avant, donc nous avons chargé pratiquement 10 000 mètres cubes de sable et grâce aux digues en enrochement, on a pu gagner 50 mètres de plage. On sent que c'est un travail de titan là aussi. Hein. Oui, c'est un travail de titan parce que là, on essaie de donner aux hôteliers un produit esthétique. Au-delà du rôle de protection contre l'érosion, ces digues sont construites de façon à ce qu'ils servent aussi à être des bancs de pêche, à servir de passerelle, à donner un nouveau produit touristique pour l'île de Djerba. Près d'1 million d'euros pour construire ces 2 digues. Mais il faut encore entretenir les plages artificielles. Pour le sable, pas de problème. L'entrepreneur n'a qu'à se servir à côté. Le port de pêche a été tellement mal conçu qu'il s'est ensablé. La preuve grâce à ces images prises par satellite. Celle-ci date de 2003. Celle-là, de 2010. On le voit, le sable a pris le dessus. Avec la construction de ce port aujourd'hui abandonné, l'érosion s'est accélérée sur une partie des côtes de Djerba. Mais ce n'est pas le seul ouvrage en cause. Anis Lawel dénonce aussi ces digues sauvages et artisanales. En réalité, toutes ces digues, même celles réalisées par Anis Lawel, ne constituent que des solutions individuelles contre l'érosion. Si elles protègent une plage, elles ont des conséquences sur celles des voisins. En Tunisie,
Il existe une agence de protection et d'aménagement du littoral. Créée en 1996, l'APAL n'a malheureusement qu'un rôle consultatif. Elle ne peut que rarement intervenir pour interdire ce type de construction. Le promoteur hôtelier qui construit des digues à Djerba, il a le droit ou pas? Il n'a pas le droit. Et pourquoi il l'a fait? Pour lui, c'était pour essayer d'avoir une plage. Avec le problème d'érosion qu'on constate au niveau de la zone, il a essayé de trouver une solution pour lui sans réfléchir à l'ensemble des hôteliers. Est-ce que ça va être dramatique pour les autres? Pour les gens qui viennent après. Oui, mais est-ce que l'APAL avait les moyens d'interdire? Bien sûr. C'est toute construction illégale pour laquelle les autorisations n'ont pas été données. On est là pour arrêter les travaux. Mais sous Ben Ali, on sait pertinemment que ça ne se pratiquait pas comme ça. Il y avait des passe-droits. L'APAL n'avait pas son mot à dire. Non, l'APAL était là pour donner son avis technique. Est-ce qu'il est suivi ou il est appliqué ou autre, c'est autre chose. Embarrassés, les responsables de l'agence du littoral renvoient la balle au gouvernement. Ce jour-là, nous accompagnons le ministre du Tourisme. Depuis sa nomination, Mehdi Ouass parcourt le pays. Il n'a pas de baguette magique. La protection du littoral, c'est une affaire de politique, c'est une affaire d'État. Après, la protection du littoral nécessite des budgets. Et il faut avoir le courage de les allouer, si on les a, ou aller... Mais il va y avoir des budgets qui vont être débloqués? J'espère. Moi, je ferai tout pour convaincre qu'il y en ait. Côté tourisme, moi, je vais peser de tout mon poids pour expliquer que c'est l'intérêt du tourisme. Le tourisme bas de gamme que l'on fait, si on le fait migrer vers un tourisme plus haut de gamme, plus responsable, plus écologique, la manne qui viendra du tourisme sera beaucoup plus importante. Elle pourra financer des projets dont on pense qu'ils ne sont pas à notre portée aujourd'hui. Nous sommes à Hammamet. Comme Djerba, la ville est dédiée au tourisme de masse. Comme Djerba, le site est touché de plein fouet par l'érosion. En fait, la plage a disparu environ 3 semaines. En 3 semaines? En 3 semaines. C'est vraiment choquant, on va venir par ici. La plage s'est en fait réduite d'un tiers. Difficile désormais pour les clients de trouver une place au soleil. Selon le directeur de l'hôtel, c'est une digue en épi située en amont qui a provoqué la disparition de tonnes de sable. Le commanditaire de cet ouvrage n'est autre que l'ancien président Ben Ali en personne. Votre voisin se croyait tout permis? Oui, on ne va pas revenir là-dessus. Je pense que tout le monde sait maintenant qu'il se croyait tout permis. C'est que quand on réclamait par rapport au volume de la plage et à l'érosion de la plage qui a été accentuée d'une manière extraordinaire, on nous répondait dans un premier temps que c'était lié à la marina d'Hammamet Yasmine. Or, la marina a été construite il y a 15 ans maintenant. Et ensuite, on ne voulait pas accepter le fait que ça soit lié à un épi qui a été construit sur le palais présidentiel. Chose que j'imagine parfaitement, vu l'ancienne époque, vous imaginez bien que personne n'était capable de dire la plage elle est due parce que l'ancien président a construit un épi. Monsieur le ministre, là on a un hôtelier un peu victime, mais à Djerba ou dans d'autres endroits de Tunisie, ils sont accusés de dégrader les plages. Oui. Ben, on a les deux cas de figure, hein. C'est-à-dire que quand on a un hôtelier qui est voisin de l'ancien président, il ne peut qu'être victime. Et quand on a des hôteliers qui sont loin et qui sont voués à eux-mêmes, effectivement, ils deviennent prédateurs et ils reconstruisent leur propre écosystème au détriment de celui des voisins. Et ça n'est plus acceptable pour la sauvegarde de notre patrimoine. Oui, c'est le terme qui convient de mon point de vue, oui, tout à fait. Tout à fait. Quand vous construisez votre propre écosystème au détriment de celui de votre voisin, vous agissez fatalement comme un prédateur. Qualifier certains hôteliers de prédateurs, en Tunisie, le ton est nouveau. Il est vrai que Mehdi Ouass a été formé en France.
Écoutez, moi j'ai tout abandonné pour aider mon pays. Alors si c'est pour avoir la langue de bois et pas dire ce qui va pas, vaut mieux rester là où on était. Aux ateliers, par exemple, arrêtez de penser qu'à vous, arrêtez de construire des digues en vous protégeant, pensez aux autres. Pas de manière aussi frontale, parce qu'il faut être aussi un petit peu diplomate, mais disons que je n'ai pas que des amis, et je pense qu'un certain nombre de mes ennemis vont devenir mes amis quand ils vont voir que tout ce que j'essaie de faire ou tout ce que j'essaie de proposer, c'est malgré tout dans leur intérêt long terme. Aujourd'hui, il plaide pour une nouvelle politique du tourisme tunisien, une politique plus respectueuse de l'environnement. Il tient d'ailleurs à nous montrer l'un de ces sites qu'il aimerait valoriser et promouvoir. Cette lagune, située au Cap Bon, aurait dû disparaître au profit d'immeubles ou de villas. Ici, la pression démographique et foncière est très forte. Ce site unique, long d'une trentaine de kilomètres, est protégé par une convention internationale. Vous avez des échasses blanches là-bas. Des échasses blanches, des flamants roses, c'est une réserve pour des milliers d'oiseaux migrateurs. On a le choix de détruire la nature et de donner un privilège à un nombre réduit de gens qui vont construire des habitations, ou alors de préserver la nature et de donner ce privilège à tout le monde, puisqu'on peut avoir des circuits de promenade qui sont ouverts à toute la population. Donc même au niveau de l'équité, c'est quand même beaucoup plus raisonnable de faire attention à cette nature et de la laisser ouverte au plus grand nombre. Plus loin, à Korba, des travaux ont été réalisés dans ce sens. Ils ont permis de reconstituer la dune et de préserver la plage. Ce cordon permet aussi de protéger les villas qui se trouvent de l'autre côté de la route. Qui permettent d'améliorer l'exploitation. Ici, avec des moyens dérisoires, l'érosion est contenue. C'est un système qui est de ganivelles, qui est de branches de châtaignes. Ils sont disposés en fonction d'une étude scientifique qui a permis donc, de tracer les dispositifs de mise en place de ces ganivelles. Donc, on le met et le sable va commencer à remplir ces abats à partir de la mer en allant vers l'arrière-dune. Et une fois on a rempli tout le abat, soit on atteint un équilibre, donc il n'y a plus de mouvement, soit on fait une deuxième couche. D'accord. La question des changements climatiques est importante pour le tourisme en Tunisie. Elle doit le devenir. Apparemment, elle ne l'était pas assez. Et aujourd'hui, il faut qu'on préserve réellement notre écosystème parce qu'il fait partie de notre patrimoine. Et en plus, le tourisme a changé. Et les touristes aujourd'hui recherchent justement la rencontre avec un écosystème, la rencontre avec la nature. Et on va plus gagner à préserver notre patrimoine naturel et à instaurer un tourisme écologique, surtout dans des endroits comme celui-ci, le Cap Bon, qu'à détruire cet écosystème pour construire du béton. Donc il faut qu'on change notre stratégie touristique en Tunisie. Sous l'ère du président Ben Ali, un plan d'adaptation au changement climatique avait été mis en place. Mais il suffit de remonter la côte vers la capitale pour comprendre qu'il ne s'agissait que d'une coquille vide ou presque. Sur cette partie du littoral tunisien, il existe des dizaines de sites archéologiques d'une grande splendeur. Ils témoignent de la position primordiale que la colonie d'Afrique occupait au sein de l'Empire romain. Nous sommes ici à Carthage, l'un des rares sites puniques, construits en hauteur, à l'abri des vagues et de la montée des eaux. Patrimoine unique. Amer Oueslati est géomorphologue. Il est accompagné d'Adel Abdouli, le directeur de l'Observatoire du littoral. Avec leurs équipes, ils ont répertorié les sites les plus vulnérables à l'érosion marine. Ils nous emmènent ici, à quelques kilomètres de Carthage. En construisant cette marina à Gamart, les promoteurs ont détruit une partie de l'héritage romain, déjà affecté par l'érosion. Voilà donc, là vous avez l'un des exemples de ces vestiges archéologiques nombreux qui sont attaqués par la mer sur la côte tunisienne. Alors un travail récent par des archéologues et géomorphologues a permis de recenser environ 200 sites sur la côte et à peu près les 3/4 de ces sites sont en cours d'érosion. Tu vois la couleur sombre de l'eau là. Alors cette couleur sombre de l'eau, elle correspond en bonne partie à des vestiges archéologiques qui se trouvent sous l'eau. Sous l'eau. C'est la preuve déjà d'une variation positive du niveau de la mer, en dehors du changement climatique dont on parle aujourd'hui.
Alors si avec le changement climatique, le niveau de la mer continue à augmenter, il va falloir s'attendre à une action encore plus forte et agressive de la mer et donc une accélération de l'érosion et des plages qu'on a vues et des vestiges archéologiques qui sont très nombreux sur cette côte tunisienne. Il y a des sites qui sont dans un état encore plus catastrophique qu'ici. Ici, c'est relativement peu grave parce que les vestiges reposent sur du matériel dur, mais dans d'autres terrains, comme à Hergla Nord par exemple, ou bien sur la berge sud du lac de Bizerte, les vestiges archéologiques reposent sur un matériau très meuble, très tendre, et l'érosion est en train d'avancer à une vitesse incroyable. Érosion, montée des eaux, glissement de terrain, les menaces sont nombreuses. Pour mieux visualiser les risques à court terme, un lieu s'impose, la Goulette. Jusqu'à l'indépendance de la Tunisie, c'était l'une des stations balnéaires les plus courues du pays. Une époque révolue. Le départ des immigrés italiens et une violente tempête ont eu raison de ce lieu de villégiature de la bourgeoisie locale. Nous sommes à la Goulette. Cette côte était bien connue et réputée pour ses plages, mais avec le temps et suite à ces constructions de bord de mer, les plages ont commencé à connaître une érosion importante. Et à l'occasion d'une tempête exceptionnelle en janvier 1981, il y a eu une érosion très importante. Et à la suite de cette érosion, une décision a été prise pour intervenir et protéger. Et nous sommes là devant ces travaux de protection, ces ouvrages de protection qui ont pris la place de l'ancienne tâche. Des centaines de mètres d'enrochement protègent désormais la grande plage artificielle de la Goulette. En janvier 1981, la mer arrivait jusqu'au pied des constructions là-bas. Et en janvier 1981, bien entendu, avec la tempête, toutes ces plages ont été érodées. Et donc voilà, tout ça c'est artificiel. Au niveau de l'efficacité de la protection, est-ce que ça va, c'est bien? Alors ça protège bien entendu, mais on a perdu le paysage naturel. Ça protège les maisons, mais vous avez une idée là de la qualité de la plage. Ce n'est pas le sable mobile, ce n'est pas la plage naturelle. Vous voyez d'ailleurs l'humidité et c'est un sable qui se tasse. Là, les constructions à arcades, c'est des constructions qui datent de l'époque coloniale. Et en fait, on a fini par abandonner. Et parfois, on a condamné les fenêtres et les portes qui donnaient sur la mer. On tourne le dos au paysage qu'à un moment donné, et on était venu chercher. On n'est plus intéressé par le paysage sur la mer parce qu'il n'y a plus de paysage qu'on était venu chercher à l'origine. État des lieux d'une situation qui risque de se répéter ailleurs. Comme ici à Soliman, nous sommes toujours dans la périphérie de Tunis. La plage est chaque année de plus en plus étroite. On a là vraiment l'illustration typique de cette érosion farouche. Alors il y a seulement 3-4 ans, l'extrémité de cette chaussée, on la voyait, on l'a touchée du côté de la mer. Donc il faut imaginer un recul très important. Alors, des calculs ont été faits, ça donne en moyenne un recul de l'ordre de 2 mètres par an. Pour certaines périodes, comme pour la période 2003-2004, ça a atteint une vitesse de 5 mètres par an. Alors là, nous avons le matériel de la dune. Ça, c'est la dune. On le voit, on le reconnaît grâce à ces escargots continentaux. Ça, c'est vraiment la dune. Et la dune qui accompagne la plage. Et c'est sur cette dune-là qu'on a construit. Alors, le fait d'occuper la dune, c'est en fait une fragilisation supplémentaire de la plage. Et c'est une occasion pour accélérer l'érosion comme on le connaît dans différents terrains, dans différentes côtes du monde. La vie les pieds dans l'eau et à n'importe quel prix. Depuis 2008, des villas sont construites sur ces terrains de plus en plus fragiles.
Le propriétaire n'a eu aucun scrupule à vendre ses terres qui, un jour ou l'autre, se retrouveront submergées. Ce qu'il y a d'un peu extraordinaire, c'est que en fait, les lots les plus proches de la mer sont les lots les plus chers. Mais ce sont les lots les plus menacés et les lots qui seront les plus menacés dans les années à venir. C'est complètement stupide d'avoir construit là, quoi. Évidemment, et surtout dans la partie la plus proche de la mer, là, cette rangée-là, elle est, à mon avis, condamnée à être atteinte par la mer dans un temps très proche, surtout si, évidemment, le niveau de la mer continue à monter avec ce changement climatique. Notre présence intrigue. Très vite, nous sommes interpellés par la propriétaire de l'une des villas menacées. Quand on a acheté la maison il y a un an, personne ne nous a prévenus du danger. On ne savait pas. Bien sûr, d'accord, mais regardez la route là-bas. Ça fait un an que vous habitez ici et vous n'avez rien remarqué. Vous n'avez pas vu que la route s'écroulait? Non, excusez-moi, mais personne ne nous a rien dit. Et pourtant, il existe une campagne de sensibilisation. La voici. Pied dans l'eau, comme nous l'avons toujours souhaité. Une maison pour vivre confortablement. Oui, mais voilà, avec les changements climatiques, maintenant, c'est les pieds sous l'eau. Informer, sensibiliser la population aux menaces, entre autres de la montée des eaux, c'est une priorité affichée par le gouvernement tunisien. Les responsables que nous avons rencontrés lors de notre enquête l'affirment. L'eau et le sable qui grignotent le territoire sont des enjeux qui conditionnent l'avenir de leur pays. Après la révolution du 14 janvier 2011, une nouvelle ère commence dans ce pays d'Afrique du Nord. Avec un invité de taille, le climat. Assurément, les nouvelles autorités vont devoir composer avec cet interlocuteur qui risque bien de bouleverser, encore et pour longtemps, la vie quotidienne des 10 millions de Tunisiens.